OQTF. On entend ce sigle absolument partout, dans l'actualité française, internationale, et à chaque fois, ça déclenche des débats vraiment passionnés. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres? Dans cette analyse, on va décortiquer tout ça simplement en se basant sur les faits. Allez, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par la base. Il faut d'abord une définition claire de cet outil administratif qui est finalement assez souvent mal compris. Voilà la définition officielle. Le point qui est vraiment crucial à saisir ici, c'est que l'OQTF n'est pas une condamnation pénale. Ce n'est pas un juge qui la prononce après un crime. Non, c'est une décision administrative, prise par un préfet. Et cette nuance, elle est fondamentale pour comprendre toute la suite. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut recevoir une OQTF? Eh bien, il y a plusieurs cas de figure assez classiques. Ça peut être une entrée sur le territoire jugée irrégulière, un visa qui arrive à expiration et qui n'est pas renouvelé, un titre de séjour dont on demande le renouvellement mais qui est refusé, ou encore, et c'est un cas fréquent, une demande d'asile qui est finalement rejetée. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va attaquer le cœur du sujet. Le point qui fâche, si on veut. C'est là que la politique percute la réalité des chiffres. C'est ici que se trouve le grand paradoxe de l'OQTF. 137 730, retenez bien ce chiffre, c'est le nombre total d'OQTF qui ont été prononcés en France métropolitaine juste pour l'année 2023. Ça donne tout de suite une idée de l'ampleur du phénomène. Et maintenant, voici le chiffre qui change toute la perspective. 7,7%. C'est le taux d'exécution de ces OQTF en 2023. Autrement dit, sur toutes les mesures prononcées, moins de 8 sur 100 ont été réellement mises en application. Et c'est là que naît la question centrale. Pourquoi si peu? Ce graphique, il parle de lui-même, non? D'un côté, on a cette barre immense des décisions qui sont prises, et de l'autre, cette toute petite barre des exécutions réelles. C'est ce gouffre, ce fossé énorme entre les deux, qui est au centre de toutes les tensions politiques et sociales qu'on connaît sur ce sujet. Alors, tentons de comprendre pourquoi. Pourquoi ce taux d'exécution est-il si bas? Ce serait trop simple de pointer un seul coupable. En réalité, c'est une accumulation d'obstacles, un véritable millefeuille de raisons. On peut regrouper ces obstacles en 4 grandes familles. D'abord, les principes humanitaires. On ne renvoie pas une personne dans un pays en guerre, par exemple. Ensuite, les blocages diplomatiques, un point absolument majeur. Il faut que le pays d'origine accepte de reconnaître son ressortissant. Il y a aussi, bien sûr, les recours juridiques. Toute décision peut être contestée devant un tribunal. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, les défis très concrets, opérationnels, et notamment le coût d'une expulsion forcée qui peut être très élevé. Et voilà, on a mis le doigt sur ce que les rapports officiels décrivent comme le nerf de la guerre. Le principal goulot d'étranglement, c'est la diplomatie. Sans ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire, ce document où le pays d'origine dit « oui, c'est bien l'un de nos citoyens », la France ne peut tout simplement rien faire. La procédure est bloquée. On a vu le côté administratif, le côté technique. Maintenant, voyons comment ce sujet se transforme quasi systématiquement en tempête politique et médiatique. Le schéma est souvent le même, et malheureusement, il se répète. Un fait divers tragique, un attentat, et si l'auteur était sous le coup d'une OQTF non exécutée, le sujet explose. Des drames comme ceux de Marseille, de Paris ou d'Arras ont à chaque fois relancé de manière extrêmement vive le débat public et les appels à plus de fermeté. Et c'est là qu'il faut absolument clarifier un point, pour éviter une confusion très courante. Associer systématiquement OQTF et dangerosité, c'est une erreur. L'OQTF, on l'a dit, est avant tout une mesure administrative qui concerne un statut de séjour. Les chiffres le confirment. La très grande majorité des OQTF ne sont pas liés à une menace pour l'ordre public. Pour finir, essayons d'élargir un peu le regard. Comment font les autres pays face à des situations similaires? Est-ce que l'approche française est la seule possible ou existe-t-il des alternatives? On peut voir ici, en gros, 2 philosophies qui se posent un peu. L'approche française qui se concentre sur l'émission d'un très grand nombre d'ordres d'éloignement, et puis d'autres modèles, comme le retour aidé, qui misent plutôt sur une incitation financière au départ volontaire, ou encore le modèle allemand de la Duldung, qu'on pourrait traduire par tolérance. L'idée est assez pragmatique. Si une personne ne peut pas être expulsée, on lui donne un statut temporaire pour qu'elle puisse travailler et ne tombe pas dans une sorte de vide juridique. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? L'OQTF, est-ce que c'est l'outil indispensable pour maîtriser les flux migratoires, malgré ses limites, ou est-ce que c'est devenu, au fil du temps, le symbole d'une forme d'impasse politique, coincée entre des objectifs affichés très fermes et une réalité sur le terrain bien plus complexe? La question, bien sûr, reste ouverte.